L'amour fou serait de tous les temps et de tous les lieux, ce que le péplum à sa manière affirme aussi. Cet amour serait éternel, substance intangible, essence, chose en soi, idée parfaite dans le ciel intelligible des idées, et non une catégorie unique dans l'histoire universelle. Notre historique commencera par ce constat. L'amour fou n'existe pas chez les primitifs. On n'a jamais trouvé, chez les Bororo, un amant caché dans le placard, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de placard, infrastructure, ni d'amant, superstructure. Il n'y a qu'un implacable jeu de totems, de tabous, de systèmes de la parenté, tout ce qui est nécessaire au surgissement de la première existence sociale, laquelle n'est alors possible que par une mécanisation totale qui ne prévoit aucune marginalité, aucune contestation, aucun désordre. Il n'y a pas de société civile, d'emploi du temps pour le romanesque, le romantique, l'amour fou. La marquise ne sort pas à 5 heures. Le sentiment amoureux ne peut surgir, et en sa plénitude, que si deux conditions du mode de production sont réunies. Il faut, d'une part, ce totalitarisme de l'État sans appareil d'État que le primitif, pour être, doit instaurer, et il faut, d'autre part, le surgissement de l'espace superstructural nécessaire à l'expression du sentiment, cette nouvelle dimension s'articulant sur les déterminismes originels pour les tempérer et même les récupérer à son profit. Ce moment phénoménologique, jamais soupçonné, nous semble être celui où le mode de production esclavagiste s'instaure en reprenant, mais pour l'élargir, la structure initiale. Alors, dans l'ordre implacable des totems, des tabous, de la prohibition de l'inceste et dans cet espace superstructural acquis par la libération du travail productif et du travail domestique, peut surgir le principe de la répétition, de la reproduction du système, l'amour conjugal. Les modalités qui permettent l'apparition du sentiment amoureux étant acquises, s'organisent les modalités de son existence, de sa certitude. C'est l'âge d'or de l'amour conjugal, le premier amour, le seul amour alors possible, tout le contraire de l'amour fou de la féodalité. C'est l'amour pénate, sans tourment, sans inquiétude de la vie quotidienne, de la jubilation du même qui accède à lui-même, à son identité, à son être. Jubilation exprimée par le cantique des cantiques. La possession de la femme est garantie, absolue, ontologique. Elle va de soi, pour deux raisons essentielles. Dans le clan, dans le même, dans la sociabilité endogène, la prohibition de l'inceste s'étend à tous, interdisant, quelle chance, toute concurrence. Et par ailleurs, l'autre n'existe pas en tant qu'altérité. Il est le non-être, sans nom, sans référence, l'esclave. Aussi, le même retrouve le même comme l'époux retrouve l'épouse. C'est peu dire que l'amour conjugal est loi. Il est l'être, le plus intime de l'être social, le principe de son ordre et le moyen de sa répétition. Dans l'ordre totalitaire des totems, des tabous, du système de la parenté, dans l'ordre super-totalitaire du mode de production esclavagiste, se dispose l'ordre implacable de la conjugalité, laquelle est devenue la garantie de la reproduction du système. C'est peu dire que cet amour est conservateur, réactionnaire, il est le principe de la répétition du même, le moment unique de l'amour substance. Antigone en est une autre émanation et Andromaque l'ultime témoignage. Cet amour substance est le sacré, mais ce n'est pas l'amour en tant que tel qui est sacré, mais l'amour conjugal, et l'on pourrait même dire que ce n'est pas l'amour conjugal en tant que tel qui est sacré, mais l'institution qui le produit. Le sacré est la célébration du principe de la répétition du même, ce qui fait l'être en tant qu'être, l'être social, celui par qui les choses et les gens peuvent devenir eux-mêmes. Quand le socius peut atteindre une telle perfection, l'être en tant que répétition encore non anthropique du même, alors sa cause ne peut être que transcendante, les dieux et Dieu. Car l'homme ne peut pas croire qu'une telle plénitude, celle de la substance, soit son œuvre. Il se souvient trop de son passé d'incertitude, de non-être, de primitif d'avant le primitif. La cité antique permettra d'élargir ce jeu du même dans la structure de la citoyenneté. Le maître de l'esclave devient le citoyen. La citoyenneté se reproduit par la conjugalité. La garantie de la bonne répétition de l'ordre social est l'amour conjugal. Le sentiment amoureux accède à une autre plénitude, celle de l'engendrement réciproque de la conjugalité et de la citoyenneté. Peut-il y avoir plus grande jubilation ontologique que d'être le maître du monde et l'époux? Et cet ordre social et amoureux n'est troublé par aucune marginalité, aucun fantasme, la chair esclave et anonyme permettant de se décomplexer avant même que le complexe ne commence, autre définition du paganisme. Si fantasme sexuel il ne naît pas du sexe, mais de l'abus de pouvoir. La cité antique s'élargit en empire. Ce qui caractérise cet empire, c'est qu'il n'a rien de commun avec l'État-nation, qui n'apparaît qu'avec la féodalité. Seulement des analogies fonctionnelles et structurales, la cour par exemple. C'est toujours le règne de l'endogamie tribale. L'empire n'est qu'une extension territoriale maîtrisée par des clans qui se disputent le pouvoir. Mais alors cette endogamie en est au dernier degré de son entropie,
de sa répétition anthropique, elle est de plus en plus déstabilisée par les alliances opportunistes qui permettent l'unification des façades de l'Empire. C'est dans ce contexte qu'apparaît le modèle persan, qui est la forme limite la plus dégénérée de l'endogamie tribale, comme le Cantique des Cantiques exprime sa plus grande pureté originelle, de la plus grande compréhension à la plus grande extension. On a pu prétendre que le mythe de Tristan et Iseux n'était qu'un remake du modèle persan, ou arabe, ou hindou, ou chinois, et qu'en définitive, il y aurait un modèle universel qui s'exprimerait selon des avatars régionaux. Ce mythe serait de tous les temps et de tous les lieux. C'est l'une des plus pures erreurs substantialistes. À partir d'une analogie partielle, d'une commune modalité superstructurale, la royauté, la vie de cour par exemple, le sophisme consiste à induire une identité du contenu. Les ressemblances de forme permettent de passer, en toute naïveté empirique, à l'identité du sens. De l'endogamie tribale à l'exogamie monogamique de la féodalité va s'étaler cet entre-deux, ce qui n'est plus l'ordre archaïque ou de la cité antique, et ce qui n'est pas encore l'ordre de la société de classe. C'est un immense espace, obscur, indécis, encore mystérieux, où l'entropie de la répétition du même se confond avec le commencement de l'ordre féodal. C'est un ensemble mixte de clans et d'empires qui se désagrègent et de sociétés de classe qui se constituent. En cet espace d'incertitude apparaissent les embryons de la catégorie historique que le mythe de Tristan et Iseux va formaliser et axiomatiser. Toute une potentialité va progressivement se découvrir en des expressions fragmentées, des esquisses, des préfigurations partielles. Il y aurait tout un historique immense à faire, celui d'une sensibilité pathétique, celle par exemple des poètes élégiaques de la latinité classique, Catulle, Tibulle, Properce, Ovide, qui témoignent de cet extrême désordre. La déstabilisation de l'endogamie tribale et l'incertitude de l'exogamie monogamique. Là aussi tout est à dire. Ce n'est que par la décisive mutation apportée par le mode de production féodal, le progrès infrastructural et superstructural, que peut apparaître la révolution exogamique et la formalisation et axiomatisation du mythe de Tristan et Iseux. Alors, l'amour n'est plus une aventure accidentelle, individuelle, un accident de la superstructure, une rupture avec l'ordre établi, comme c'est le cas pour l'entre-deux, entre la tribu endogamique et l'exogamie féodale. Avec le mythe de Tristan et Iseux, nous l'avons constaté, c'est tout le contraire, un incroyable renversement de sens. L'amour fou devient l'expression même de la superstructure, son émanation, le principe de sa dynamique. Si cet amour n'est plus l'expression du désordre de l'entre-deux, il n'est pas non plus l'expression de l'ordre conjugal instauré par l'endogamie tribale. Il est devenu l'accession à l'universel, universel combien concret, l'accomplissement parfait de la dialectique du même et de l'autre. La contradiction est apparue en son absolu et a été dépassée dans l'universel. La négation qu'est l'endogamie s'est transformée en affirmation de l'exogamie monogamique. Le refus absolu de l'autre s'est changé en affirmation absolue de l'autre. Ce qui était nié est reconnu, affirmé, et cette reconnaissance de l'autre est devenue le principe même de l'ordre social et des rapports de la conscience et de l'inconscient. Il s'agit d'une totale inversion non seulement du contenu et du sens de l'amour, mais de toutes les valeurs humaines. C'est une révolution d'une portée vertigineuse qui, ahurissant constat, n'a été soupçonnée que pour autoriser les pires contresens, ceux des occidentalistes et des intellectuels de gauche. L'amour redeviendra, après le mythe de Tristan et Iseux et malgré son actualisation républicaine, chez Rousseau, ce qu'il était avant, un accident, une marginalisation, une aventure individuelle, mais tout cela en tant qu'entropie qui tend à se radicaliser, dégénérescence accélérée de la société de classe. Cette lecture était extraite du livre « Traité de l'amour fou » de Michel Clouscar, paru en 2013 aux éditions Contre-Culture.